Bonjour, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le 10h midi. On commente l'actualité avec aujourd'hui Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Vous êtes député MoDem de Loire-Atlantique. Jean-Luc Benamias, bonjour, membre du Conseil économique, social et environnemental, bonjour. Pierre Jouvet, porte-parole du PS. Bonjour. Bonjour, c'est tout ce qu'on dit de vous ? Oui. Oui, bon. On peut, déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Bruno Pomar, maire de Belleflou, et vous avez été fondateur du RAID. Merci d'être avec nous. Merci, ce matin. Belleflou, c'est un petit village, on précise. Village de l'Aude. Voilà. Les députés de La République En Marche doivent-ils être fiers d'être des amateurs? Alors, on va resituer la phrase dans le contexte tout à l'heure. C'est le président de la République qui s'est exprimé ainsi. La commission spéciale pour la réforme des retraites ne pourra pas finir ses travaux, donc va être adoptée en l'état. Donc, tout ça pour ça. Et puis la polémique autour de Roman Polanski ce matin dans le Parisien, une tribune signée par des féministes qui demandent à ce que on ne rende pas hommage, ce qui ne soit pas récompensé au César. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Commençons le petit tour de table avec ce qui a retenu votre attention. On va commencer avec vous, Sarah, parce que je partage votre coup de cœur. Ah, un super coup de cœur parce que je pense qu'un peu de bonnes nouvelles ça fait du bien, et puis c'est un hommage. C'est un hommage à. C'est pas une bonne nouvelle. Non, mais c'est un hommage pour son œuvre, pour le coup, à Claire Bretéché, qui a été une grande dessinatrice de BD, qui est nantaise. Donc en plus, moi, ça a un coup de cœur en plus local, parce que c'est ma ville. Elle a fait des BD que moi j'ai adoré, qui étaient assez rock'n'roll. Pourtant, pas trop de votre génération. Non, mais suffisamment rock'n'roll et suffisamment poussé sur les mœurs à l'époque pour aller les voir. Les frustrés, je pense à Agrippine aussi. Absolument. Et dans le monde de la BD, des femmes, il n'y en avait pas beaucoup. Et elle a ouvert la voie, elle a commencé à tracer un chemin, et j'espère que la suite va être présente. Donc elle était très visionnaire en plus sur les mœurs. Il y a des choses qui sont d'une actualité absolument incroyable. Il faudrait relire Les Frustrés. Alors c'est vrai qu'on a un auditeur qui nous disait il y en a ras-le-bol quand les gens meurent, qu'on mette des photos d'eux 20 avec la tête qu'ils avaient il y a 30, 40 ans avant. Et ce matin dans le Parisien, il y a une très jolie photo de Claire Bretéché, il paraît qu'on doit dire, et qui en fait a été photographiée en 2015, et elle est magnifique. Elle avait 75 ans et elle était magnifique. Donc parfois on a l'impression que les gens sont jeunes sur les photos, ils ne le sont pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est une tendance. Kirk Douglas, on nous le remet dans Spartacus plutôt qu'à 103 ans. Mais on peut très bien vieillir et on peut être très très beau en étant avec les traces de l'âge sur le visage. Et elle, c'était le cas. Donc voilà, énorme pensée à cette Nantaise, à cette femme qui a tracé un chemin. Voilà, un coup de cœur, Pierre, vous aussi? Oui, moi c'est un coup de cœur pour Hugo Huon, qui est le président du collectif Interurgence. Et puis pour le collectif Interurgence, ils sortent aujourd'hui un livre qui s'appelle Urgence, brisons l'omerta. Et vraiment, moi j'ai beaucoup travaillé avec Hugo ces derniers mois, on s'est beaucoup rencontrés. C'est un type absolument formidable qui n'était pas du tout dans le milieu ni syndical ni l'engagement, et qui s'est jeté à corps perdu dans cet engagement pour l'hôpital public, pour les infirmiers, pour les aides-soignants et les aides-soignantes, et qui s'en est vraiment épuisé. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier, Hugo n'est plus infirmier à l'hôpital. Il a décidé d'arrêter parce que c'est trop dur, et qu'il a pris tellement les choses à cœur que voilà, il avait fait ce choix-là, et il a mené un combat, et qui est mené encore depuis maintenant près d'1 an pour l'hôpital public, qui est absolument remarquable. Et moi, je voulais lui adresser ce coup de cœur parce qu'il le mérite vraiment. Si notre société avait plus de Hugo Huon, je pense qu'on serait tous collectivement en meilleure forme. Il y en a un paquet dans les hôpitaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hommes et femmes, là il s'agit d'un homme, ce sont souvent des femmes. Je pense aussi pareil aux aides-soignants et aux aides-soignantes qui sont en pratique dans le débordement le plus complet, et dans un temps de travail qui n'a plus de limite. Son livre s'appelle L'hôpital en danger, Urgence. Hôpital en danger, c'est chez Albin Michel, et il y a un très beau portrait, une interview de lui très intéressante dans le Figaro. Effectivement, c'est des gens très courageux et dont on salue le travail, et qui pour le coup font partie des gens qui sont peut-être pas suffisamment payés pour le boulot qu'ils font. Jean-Luc, un coup de cœur aussi. Alors je ne sais pas si peut-être sur Sud Radio ça a déjà été fait, mais tant pis, je le refais si ça a été fait. C'est une fois n'est pas coutume pour moi de saluer une ministre de ce gouvernement, mais la ministre des Sports, Mara Siénéanou, qui a eu le courage, et ça a mis du temps, parce que de nombreux ministres auraient dû le faire avant, bien évidemment, de dire au président de la fédération de sport de glace, maintenant ça suffit. Parce que cette histoire-là, pour ceux qui s'intéressent au sport, depuis longtemps, ça fait quand même 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on sait que dans la fédération des sports de glace, c'est délicat, c'est difficile. C'est pas la seule fédération. C'est pas la seule fédération, non. C'est pas la seule fédération, mais celle-là. En tout cas, on savait un certain nombre de choses.
on pouvait se douter d'un certain nombre de choses. Voilà, elle a mis le point sur la table. Elle dit maintenant ça suffit, il démissionne. Ça ne réglera pas tout parce que la fédération était quand même gérée collectivement, pas uniquement par Monsieur Gagagay. Hein, donc voilà. Mais je trouve que bon, allez, à un moment donné, mettre le point sur la table et dire voilà, maintenant ça suffit, on arrête et ça va toucher évidemment, malheureusement, d'autres fédérations. Ouais. Alors à vous, c'est le. Alors moi, vous savez qu'on parle depuis quelques temps, depuis de nombreux mois avec Chiappa de tout ce qui est problématique de violences faites aux femmes, sur les violences concernant les enfants. Bon, les violences scolaires qui existent évidemment, le harcèlement scolaire et autres. Et vous savez qu'après l'affaire de la petite Vanille, qui est un exemple même terrible, dramatique pour la mère, évidemment pour l'enfant. Et moi, je voulais mettre en évidence une association. Vous savez mon engagement là, sur ce secteur-là. Un ami à moi qui est policier, un capitaine de police de Perpignan, qui a lancé l'association lespapillons.org. C'est formidable ce qu'il fait ce garçon, c'est tout simplement pour libérer la parole des enfants qui sont soit harcelés, soit violentés. Et l'idée, c'est de travailler, il le fait déjà avec 90 représentants à travers la France, c'est de mettre des boîtes aux lettres, tout simplement, dans les collèges, pour que les gosses puissent libérer leur parole, mettre un petit mot avec leur prénom, de façon, parce que vous savez que c'est compliqué d'en parler, on l'a su, avec les femmes qui ont été violentées, etc. Parce qu'il y a psychologiquement, tout ça est très compliqué. Mais une boîte aux lettres, c'est une bonne idée, parce qu'il y avait un numéro qui avait été mis en place par un ancien gouvernement. Mes enfants me disaient, je vais appeler le numéro. non, mais bon, je plaisante, c'est pas drôle. Mais il y avait un numéro qui était mis en place, et c'est vrai que la démarche de téléphoner est très compliquée. Là, de mettre un mot, c'est anonyme, c'est très bien. Et ce garçon est un capitaine de police qui a malheureusement subi des violences quand il était enfant. Et je trouve que c'est formidable. En plus, c'est fait par un policier, excusez-moi, je savais ma sensibilité là-dessus. Et je trouve que c'est formidable. Et il faut l'aider, il faut aller sur association lespapillons.org, l'aider parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un pour l'aider parce que le développement est exponentiel de son action et il a besoin d'embaucher quelqu'un, tout simplement. Et j'espère qu'on va pouvoir tous l'aider. Voilà. N'hésitez pas à l'appeler association lespapillons.org. Voilà. Très Laurent, bien, le message est passé. Moi, j'avais un coup de gueule sur la grève des avocats, en particulier ce qui se passe pour le petit Tony, mais c'est pas le seul. C'est vrai que c'est un procès qui était médiatisé. Il y a 3 ans, le petit Tony est mort sous les coups de répétés de son beau-père. Sa mère et son compagnon sont jugés aux assises de Reims, devaient être jugés aux assises de Reims, et le procès est reporté d'1 an. Et ça, c'est absolument dramatique. Alors ça, c'est un cas emblématique, mais il y en a eu plein d'autres. Alors qu'on fasse grève, le droit de grève, voilà, on a le droit de faire grève, mais je trouve que dans certaines professions, les conséquences sont absolument dramatiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense qu'il faudrait que le gouvernement entende. Quand une profession à 100% est en grève, et c'est pas n'importe qui, ce ne sont pas des gens. Les barreaux d'avocats sont pas. C'est pas des gauchistes. C'est moins qu'on puisse dire. Et qu'ils sont à 100% en grève. C'est pas des nantis non plus. Non, mais moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut dire stop, il faut écouter, parce que c'est pas uniquement les avocats qui sont de ce genre de profession. Vous avez les laboratoires d'analyse pharmaceutique, vous avez la police scientifique, vous avez plein de gens. Les ophtalmologistes, tout ça qui disent on a des caisses de retraite qui étaient bien gérées, qui payent la caisse de retraite nationale, celle de la sécurité sociale, et on n'écoute rien. Donc moi, je vais pas mettre ça sur le dos des avocats. Je sais bien que c'est très gênant par rapport à un certain nombre de procès en attente. Évidemment que c'est gênant. Dans ces cas-là, c'est au gouvernement de dire on arrête. Mais qu'est-ce que le gouvernement en a à faire de quand vous êtes en attente d'un procès? C'est pas, ou quand on va dégrader des bâtiments, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Anonymat, il devrait y avoir des avocats qui exactement. Il faut être pragmatique quand on sait à quel point aujourd'hui la justice est engorgée. Parce que pour le petit Tony, si on parle de ce cas-là, c'est reporté à 1 an. Et je crois qu'il y a un temps pour tout. Oui, il y a le temps du débat. Oui, il y a le temps de la contestation, de la manifestation, du débat parlementaire. On va en parler parce que c'est catastrophique ce qui se passe actuellement en commission. Mais au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas prendre sous pression des gens qui attendent des moments forts. Pourquoi il y a la question de la grève dans des endroits qui sont spécifiques. La justice, on a besoin d'être accompagné. Les conséquences sont graves. Et moi, ce qui m'a plus bousculé, je vais vous dire, au-delà du procès du petit Tony qui a été reporté, je pense à sa grand-mère. Je pense à ce moment qui est familialement lourd, au symbole. Ils ont jeté leur robe. Il y a eu des signes. Ils ont fait, je veux dire, la mobilisation, elle existe. Là, aller jusqu'à reporter une procédure parce que tu rentres avec des revendications dans un tribunal, moi je rejoins un peu votre coup de gueule. Je trouve on a que des auditeurs qui nous disent les avocats ont raison. Oui, ils ont certainement raison sur le fond, ce que disait Jean-Luc Benavides. Ils ont le droit de débattre. Ils ont le droit de pas être d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, Pierre Juguet. Mais c'est pas comme ça. En fait, c'est pas leur faute. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que c'est de la faute des avocats parce que les avocats font grève. Le problème n'est pas là. C'est qu'on prend le sujet par un petit bout. La faute, elle vient du
fait que la justice est totalement engorgée, qu'aujourd'hui il y a un délai, qu'aujourd'hui on a un délai d'attente sur des procès, sur les instructions qui sont beaucoup trop longues, et qu'en fait le moindre report et donc le moindre caillou dans la chaussure, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, et ça bascule forcément dans une justice qui n'est plus suffisamment exercée rapidement. Et donc en fait le problème il doit être repris totalement à la base. Quand on voit qu'aujourd'hui, et ça aussi c'est un gros problème dans notre pays, que tous les procès qui considèrent et qui touchent de la petite délinquance, c'est laissé totalement de côté, ce qui fait qu'on a des petits délinquants qui devraient être jugés, qui ne le sont jamais, parce que la justice n'a pas le temps de le faire, et ben ça laisse un sentiment d'impunité et des difficultés dans l'exercice de la justice de notre pays qui est catastrophique. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on a un problème dans l'engorgement de la justice et des tribunaux et qu'on ne le règle pas. Les procès sont exponentiels. Et voilà. Et en plus de ça augmente. Donc le problème majeur, il est là. Les avocats font grève, c'est leur droit. Et moi, je rejoins ce que vient de dire Jean-Luc. Non, il y a plusieurs manières. Les soignants, par exemple, ils font pas grève. Exactement. En fait, les soignants font grève, mais ils n'arrêtent pas les soins. Et c'est la forme de la mobilisation. Pas laisser mourir des gens tout à fait dans les brancards, même si on en laisse déjà mourir suffisamment, parce que là aussi, on fait rien. Là, moi, il y a 2 choses. Alors, où est la limite ? Où est la limite dans pourquoi les soignants de service serait bien. La limite, c'est la vie des gens. C'est important. La limite, c'est la vie des gens. Mais vous pensez pas que la vie de la grand-mère du petit Tony, un an de plus, un an de plus, d'accord, mais enfin, excusez-moi, je veux pas paraître comme déshumanisé dans mon propos. Je partage la peine de cette grand-mère et c'est évidemment extrêmement difficile ce qui lui arrive. Mais elle n'a pas une urgence vitale à titre personnel, comme on peut le dire pour des pompiers, pour des gendarmes, pour des policiers, pour des soignants. Voilà, moi là je peux entendre le minimum. J'entends l'urgence vitale et aujourd'hui la manière de faire, sauf qu'il y a 2 choses. Il y a je me mobilise, je marque le fait que je ne suis pas d'accord et ils le font très bien. On sait que les avocats sont pas contents. Je veux dire, aujourd'hui on le sait, on débat, c'est pas vrai. On débat, ils sont toujours pas contents, il y a des échanges. Ça c'est le point. Par contre, la manière dont tu te mobilises, la manière dont est-ce que tu passes le cap de la violence ou pas ? Non, la violence elle est inacceptable. Et dans le cadre des avocats, ça c'est les écologistes. Pourquoi je dis que la manière de manifester des fois a des conséquences sur la vie des gens. Et c'est là où je dis attention. Il faut un peu de raison quand même. Si cette banderole elle était à l'extérieur du tribunal, le procès aurait pu avoir lieu et c'est pas pour autant que la mobilisation des avocats aurait été moins importante ou plus importante. C'est ça que je dis. Il ne faut pas oublier les gens qui sont pris entre... Parce que là, ça change rien, en fait, cette grève des avocats. C'est-à-dire que le gouvernement est toujours source. Je vois ce que vous disiez, en débat. Jean-Luc Benamias. Non, il y aurait vraiment débat. Les avocats sont suffisamment calés, sont suffisamment réformistes, sont suffisamment des gens de bonne composition. S'il y avait vraiment débat, les barreaux auraient dit « Ok, merci, on a discuté, on peut y aller ». Non, souvent, c'est que quand j'ai lu tout ça, j'ai lu ce qu'ont répondu les avocats, j'ai lu ce qu'avait fait le ministère de la Justice. Non, mais excusez-moi, on débat et puis à la fin on dit on continue comme avant. Et voilà. Mais après il y a, je peux pas vous laisser dire c'est toujours comme ça. C'est pas une histoire de méthode. Parce que moi je vois, ok, les avocats aujourd'hui ils sont pas contents, il y a un débat en cours à l'Assemblée. Mais attendez, l'Assemblée a pas tranché. Enfin il y a un moment, ce texte il va quand même passer à l'Assemblée nationale. Oui. Et l'autre élément, pourquoi on prend pas le cas des notaires ? Pourquoi le débat des notaires a fonctionné ? Moi, je veux bien qu'on jette la responsabilité sur le gouvernement de tout ce qui se passe dans notre pays, mais il faut arrêter. Ça avance avec certains, ça avance plus difficilement avec d'autres. Je trouve que c'est légitime que ça puisse bloquer. Mais aujourd'hui, c'est à l'Assemblée de trancher, c'est à l'Assemblée d'avancer. Et je crois qu'on aura l'occasion de parler de la situation, effectivement, de cette réforme où le gouvernement est totalement sourd, justement, à ces manifestations, à ces revendications depuis des mois et des mois. Il n'y a pas de discussion. On y revient dans un instant. Avec ceux qui défendent leur chapelle. On y revient dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Et on parle de la commission spéciale pour la réforme des retraites qui ne pourra pas finir ses travaux. Alors c'est assez inédit et c'est donc la version du gouvernement qui sera examinée dans l'hémicycle sans les changements votés en commission. Pendant ce temps-là, le mouvement social se poursuit. 5 syndicats qui appellent à une journée morte dans les transports le 17 février, une journée interprofessionnelle de grève le 20 février et mardi soir, en recevant les députés. Donc hier soir, le président de la République les a
exhorté à vendre cette réforme, qui est une réforme de justice, afin de l'adopter définitivement avant l'été. On a envie de dire tout ça pour ça. Comment vous... Enfin, c'est assez inédit quand même qu'on puisse pas examiner une réforme, Sarah El Haïry. C'est totalement inédit. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ont pris le débat parlementaire là où normalement on aurait dû faire avancer le texte. Après avoir parlé avec les avocats, avec d'autres organisations sur les questions de pénibilité, comment l'améliorer ? Et il y en a qui l'ont pris en otage, ce texte, et ont fait un spectacle lamentable. Vous parlez de la France Insoumise qui a déposé des milliers d'amendements. Plus de 19 000 amendements. Oui. Et en plus, ils assument ouvertement et médiatiquement et publiquement le fait qu'ils veulent faire de l'obstruction parlementaire au point où mais absolument pas, au point où en fait leurs amendements se contredisent. Ils ont utilisé une arme. Ils avaient le droit de le faire. Bien sûr. Non, dans le débat, ils ont le droit de le faire, c'est tout à fait légal, c'est la procédure. Par contre, au bout de, est-ce que c'est l'intérêt des Français ? C'est ça ma question. Et d'ailleurs, ils vont pas être dupes. L'intérêt, c'était que cette réforme ne passe pas. Pas du tout. Moi, je crois que l'intérêt des Français, c'était d'améliorer ce texte à l'Assemblée nationale, parce que nous sommes les représentants des Français, du peuple français, et qu'on avait la capacité de le faire. Et pour l'améliorer, d'abord la commission et ensuite la séance. Mais les Français vont pas se tromper. Ouais. Là, il va arriver la semaine prochaine dans l'hémicycle, et ça sera encore public, et on se rendra compte si c'est utile ou pas d'avoir des comportements aussi lamentables, et pour le coup c'est un vrai coup de gueule. Pierre Jouvet. Moi je vais être assez simple, excusez-moi, c'est pas contre vous, je vous apprécie, vous êtes une parlementaire qui travaille et sérieuse. En fait, le gouvernement se fout de la gueule des gens, et ça fait 2 ans que ça dure. Donc en vérité, tout ça est du pipeau absolu. Voilà, il y a un jeu, le gouvernement veut faire passer sa réforme, ils croient à la réforme. Moi, j'ai toujours pas compris ce que cette réforme avait de juste. La France Insoumise a voulu faire de l'obstruction parlementaire, c'est le jeu du débat démocratique. De toute façon, le gouvernement va aller au forceps sur cette réforme des retraites, a fait un simulacre de concertation pendant 2 ans. On ne sait toujours pas ce à quoi a servi M. Delevoye pendant 2 ans, parce que la concertation, on ne voit pas à quoi elle a amené pour avoir des manifestations et un rejet aussi massif de la part des syndicats. Voilà, il y a une opposition qui est en train de se cristalliser. Vous savez, il va y avoir des élections qui vont arriver et les gens s'exprimeront librement. Ceux qui sont contre cette réforme des retraites auront tout un tas de partis qui font des propositions et qui font des contre-propositions. Le jeu parlementaire, je ne suis pas sûr que les Français comprennent grand-chose à ce qui se passe. Non. Voilà. Ce que sont en train de comprendre les Français, c'est que le gouvernement a un projet sur la réforme des retraites. Il ira jusqu'au bout. Ils ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout. On nous vend un projet de réforme de justice sociale. Moi, je pense que c'est un projet de recul par rapport à des droits qui sont aujourd'hui donnés aux Français. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en débattre. Jean-Luc Benamias. C'est pas une première. Hein. Il y a eu plein de débats à l'Assemblée nationale dans les différentes mandatures où des dizaines de milliers d'amendements avaient été déposés, que ce soit de l'opposition, à droite ou à gauche, et il n'y avait pas que la France Insoumise. Bon, ok. Déposer un texte de 1000 pages, laisser quelques jours aux parlementaires, quels qu'ils soient, pour débattre d'un projet de 1000 pages, qui est un projet qui n'est pas abouti. C'est-à-dire que, alors, le summum, ça a été l'invention d'un indice qui n'existe pas. D'un indice par rapport au point d'indice, qui n'existe pas. Non, à un moment donné, il ne faut pas se foutre de... Les Français ne sont pas dupes. Mais non, ils sont pas dupes. Ils regardent ça avec, en se disant, mais c'est déplorable. Effectivement, il y a un côté, ça sert à rien, parce qu'au bout de 15 jours, on avait donc fait, dans cette commission, dans cette super commission, on avait fait, il restait 15 000 amendements encore à passer, ou 13 500. Bon, c'est impossible. Dire qu'il y a un vrai débat à l'Assemblée nationale, et je vous dis ça à vous qui êtes pour la proportionnelle, et que nous n'allons pas avoir malheureusement, malgré l'accord passé entre M. Bayrou et M. Macron. Dire qu'il y a un vrai débat, c'est pas un vrai débat, puisqu'il y a une majorité de gens... On y reviendra juste après, qui se définissent comme amateurs. J'ai encore écouté ça ce matin, qui se revendiquent. C'est bien d'être amateur, on est très content d'être amateur. C'est des députés qui disent ça, de La République En Marche, tout ça. Non, dès qu'on a affaire à des dossiers aussi complexes que cela, à une loi aussi complexe, tellement complexe qu'au bout de 2 ans, et même maintenant, même les professionnels, un peu comme moi et comme beaucoup d'autres, on a du mal à suivre. C'est-à-dire que même si on lit, on est là précisément, on dit mais au fur et à mesure, mais c'est un brouillon total. Il y a une dévaluation. Clairement, il y a besoin d'un vrai débat, il y a besoin d'une réforme des retraites. Il n'y a pas grand monde qui dit l'inverse. Mais tel que c'est parti, c'est impossible. Je termine là-dessus. On ne peut pas avoir un pays qui manifeste depuis des années, après les Gilets jaunes, qui étaient déjà exceptionnels, plusieurs semaines, plus d'1 an de manifestation, et là, le mouvement social, même s'il est avec des hauts et des bas, ça n'arrête pas, ça continue. Vous allez encore voir ça ce soir dans plein de villes, il y aura des manifestations au Lampion et ainsi de suite, et ce sera jeudi, et ce sera lundi, et ce sera re-jeudi.
à un moment donné, dans une société aussi en situation grave que celle qu'on a, on prend d'autres décisions. Ouais, moi, je trouve que mes amis sont quand même très durs vis-à-vis du gouvernement. Je ne suis pas un pro-Macron, à chaque fois je le dis. Hein. Mais en même temps, je me dis que cette réforme des retraites est d'abord nécessaire, tu l'as dit, hein, ça c'était essentiel. Et en même temps, on a affaire, et c'est pas pour décharger le gouvernement de leurs responsabilités, mais c'est des luttes de chapelle, encore une fois. On en parlait tout à l'heure, les avocats. On en parle avec les cheminots, on en parle chacun pour sa gueule. Excusez-moi de dire le truc. Mais si, parce que l'inquiétude elle est plus vaste. Mais en même temps, comment un gouvernement peut travailler sur une réforme de retraite? Je suis pas un spécialiste de la retraite, attention. Mais je le vois moi. Et à ce moment-là, mes agriculteurs dans mon bled là-bas qui crèvent la dalle. Ceux-là on s'en occupe pas. Et on s'en occupe. On ment par rapport à cela. On dit qu'ils vont toucher 1 000 euros. Ils ne toucheront pas 1 000 euros. Ils ne toucheront. Tel qu'on connaît la loi aujourd'hui, ils ne toucheront pas 1 000 euros. C'est faux. Allez, on va marquer une petite pause et on continue ce débat. 0826 300 300 si vous voulez y participer. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Sarah El Haïry, députée Modem de Loire-Atlantique, Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, Pierre Jouvet, porte-parole du PS, également conseiller départemental de la Drôme, et Bruno Pomar, maire de Belleflou, ancien fondateur du RAID. Et il y a une auditrice qui demande Pomar quelle année. On lui enverra une bouteille sur le compte de Sud Radio. Oui, non, mais c'est vous qui l'appelez. C'est s'écrit pas pareil, c'est Pomar avec un T. Donc voilà. La commission spéciale pour la réforme des retraites ne pourra pas finir ses travaux. 0826 300 300, on en parlait juste avant la coupure. On a Serge en ligne avec nous. Bonjour Serge. Bonjour à vous. Sud Radio. Bonjour aux invités aussi. Bonjour. Je voudrais simplement, par rapport à cette réforme des retraites, informer ceux qui ne le savent pas qu'une étude récente de l'INSEE, donc l'Institut national des statistiques et des études économiques, après avoir étudié, chiffre à l'appui, dit que rien ne justifie cette réforme. Et on nous bassine depuis des années. Cette réforme, il faut la faire. Cette réforme, il faut la faire. Alors évidemment, à force d'entendre cette réforme, il faut la faire, tout le monde se dit, alors cette réforme, il faut la faire. Mais non, rien ne justifie cette réforme. Moi, j'aurais voulu que vous invitiez un de ces quatre des statisticiens de l'INSEE qui fassent à la parlementaire pour savoir si finalement qui a raison. Parce que certains parlent chiffres à l'appui et puis d'autres parlent avec ceux qui croient, ceux qu'ils ont entendu dire. Alors, monsieur, moi je peux essayer autant je comprends que les chiffres, quand ils se bousculent et disent le contraire, c'est toujours plus compliqué de trouver quel est le vrai ou le bon chiffre. Il y a deux choses. Est-ce que notre système de retraite aujourd'hui fonctionne et est suffisant ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez été maman ou que vous avez été indépendant et que vous vous retrouvez avec une retraite de moins de 500, 600 euros, est-ce que c'est digne ? Non. Est-ce que quand vous travaillez et que vous cumulez les petits emplois parce que finalement dans votre territoire, dans votre ville, c'est compliqué, vous faites plein de CDD et que finalement vous n'avez pas les 43 années de retraite pour toucher une retraite complète, est-ce que c'est juste ? Non. Eh bien tout ça fait que oui, il faut en fait travailler une réforme. La question sur laquelle vous posez, c'est le financement. C'est le financement et c'est la réponse qui est apportée. C'est le financement. Mais est-ce qu'il faut faire une réforme pour rendre un système plus juste ? La réponse, et je crois qu'elle est unanime, c'est oui. Oui, sauf que est-ce que ce qui est proposé est un système juste ? La réponse est non. Non, pas pour tout le monde. Moi, je considère que les nouveaux droits dans la proposition qu'on porte, quand vous proposez à minimum 1 000 euros pour... Mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais si, c'est pas. Mais bien sûr que beaucoup à dire non. Moi, je veux juste dire quelque chose assez simple en fait. Un des problèmes fondamentaux de tout ça, c'est que depuis des années, quand on donne le mot réforme aux Français, l'impression première qu'ils ont, c'est pas qu'ils disent non, c'est que l'impression première qu'ils ont, c'est que c'est pas un droit supplémentaire qu'ils vont avoir, c'est qu'on va leur enlever des droits et donc des acquis. Quand dans les années 80, Mitterrand a mis la retraite à 60 ans, c'était une réforme et c'était un progrès social. Depuis 15 ans, moi je mets y compris le gouvernement que j'ai soutenu dans la balance, quand on annonçait des réformes, c'était pour enlever des droits aux Français. Donc déjà, il y a une rétractation de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est sur un sujet extrêmement complexe qui touche notre vie à tous. La question des retraites. Et qu'après plusieurs mois, 2 ans de concertation avec Delevoye, plusieurs mois de débats, des manifestations, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Il y a des questions simples. Aujourd'hui, je travaille, je cotise. À quel âge je vais partir à la retraite ? J'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je travaille, je cotise. Avec quel revenu je vais partir à la retraite ? Je n'en sais rien.
Aujourd'hui, j'ai un métier pénible, j'avais des critères de pénibilité qui ne sont plus comptabilisés dans la loi. Est-ce que ces critères de pénibilité vont être mis en place? On n'en sait rien. On nous vend une réforme à points qui sera une amélioration du système. Pourquoi pas? Comment est-ce que les points vont être comptés selon le métier qu'on fait? On n'a pas de réponse. Et on dit, et le président de la République le redit hier soir, on va mener cette réforme au bout et à l'été, ce sera fait. Mais donc les Français se disent, mais on est en train de se faire avoir. Et donc, en vérité, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut reprendre au départ. C'est pour ça que nous, on a dit qu'il fallait geler le projet. Maintenant, on a demandé un retrait de la réforme pour redémarrer à zéro, pour remettre tous ces sujets. Et je pense qu'il faut de la clarification. Revenons à l'aspect politique et sortons du projet en lui-même. Est-ce qu'on ne va pas finir par un 49.3 ? Je veux dire, est-ce que cette réforme va passer directement? Le gouvernement dit non, mais... Ça ne changera rien au niveau des tensions. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais là, je vous parle d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On peut toujours passer par des ordonnances ou le 49.3. Mais d'ailleurs, il y aura des ordonnances qui va passer par les ordonnances. Mais ça ne sert à rien. C'est une phrase commune, hein, mais on ne fait pas le bonheur des gens contre leur gré. On ne peut pas aller aussi vite par rapport à une réforme aussi importante. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une majorité de gens qui sont contre. Politiquement. Qu'est-ce qui va se passer avec cette réforme? Les Français n'en veulent pas, elle va passer. Non, aujourd'hui, c'est pas les Français n'en veulent pas. Aujourd'hui, il y a des Français qui n'en veulent pas. Il y a des Français sur deux. Apparemment, au dernier sondage. Il y en a un sur deux qui la veut quand même. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui en veut et qui n'en veut pas. Là où, c'est surtout ça le problème. Oui, il y a un Français sur deux qui en veut et un Français sur deux qui n'en veut pas. C'est-à-dire que déjà, la réforme, dans une période où aujourd'hui, et vous l'avez dit, personne n'arrive à bien savoir ce qu'il y a dedans, je crois qu'il faut que ça décante. Et là, je vais être très claire. Quand vous dites à quel âge on partira, on continuera à partir à 62 ans, puisque l'âge légal de la retraite n'a pas bougé. L'âge légal de départ n'a pas bougé. Et là, il y a... Mais juste, je vais aller au bout de ma phrase. Mais je vais aller au bout de ma phrase. Moi, je veux bien jouer l'exercice. Sauf que il y a des sujets. À quel moment on part à taux plein? Le débat est ouvert. Pourquoi il est ouvert? Parce qu'il y a là... Parce qu'aujourd'hui, normalement, à l'Assemblée, ces 2 semaines qu'on aurait dû passer en commission, on aurait dû avoir des éclairages plus clairs, parce qu'on aurait débattu. On n'a pas pu faire cet exercice-là. On a été pris... effectivement, dans un tombeau de petites mesurettes et un comportement politique qui a tué le débat. Oui, ce débat reviendra. Non, ça ne nous va pas. Mais non, moi je préfère largement que chacun sache et que chacun vote en son âme et conscience. Et pour revenir au 49.3, le 49.3 c'est fait à la base pour tenir sa majorité. C'est pour ça, à la base, le 49.3. Là, la majorité, elle challenge le gouvernement. Elle veut faire avancer des points sur la pénibilité, sur les femmes. Au Modem, on a proposé des sujets, même sur les 4 points qui ont été retirés lors des ordonnances. Parce que je pense qu'il ne faut pas être bête et méchant. Il y a des points sur lesquels tu te trompes, tu corriges. Et tu dis, peut-être que j'ai pas été suffisamment bon. Et je crois qu'il faut revenir dessus. Faut pas avoir de totem dans la vie. C'est pas comme ça qu'on avance. Maintenant, avec le comportement de la LFI, on braque encore plus le gouvernement qui veut passer en force à tout prix. Et du coup, les Français, effectivement, ils te disent, c'est quoi le sujet? Excusez-moi, Pierre est en forme ce matin. Mais tout ça est un grand jeu. C'est les Français. Mais c'est ça, c'est un jeu politique. Bien sûr, c'est un jeu politique. On va s'amuser combien de temps à penser que la France Insoumise est le centre du monde? Combien de temps à s'amuser à ça? C'est pas le centre du monde. Ils font leur boulot de parlementaire. Ils le font d'ailleurs assez bien. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. De noyer. L'opposition parlementaire, ça ne veut rien dire. Au Parlement, on fait ce qu'on veut. Quel que soit le Parlement, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Parlement européen, on dépose des amendements et c'est normal. Tu trouves que c'est normal, toi? Mais il y a déjà eu ça plusieurs fois. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas parce qu'on a fait, parce qu'on fait des choses correctes. Le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Combien d'amendements? Combien? Oui, je sais, c'était mais des dizaines de milliers. Apparemment, c'est Non, mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner l'Assemblée nationale? Bien sûr que non. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Assemblée nationale passe pour des millions? Il y a une seule question à poser, je veux dire de manière assez calme. C'est est-ce que ça sert le débat? Est-ce que ça sert les Français? La réponse est non. La réponse est non, puisqu'on a réussi à débattre de rien. Et finalement, on a apporté un éclairage de rien. Et on avait le ministre Blanc qui pouvait répondre question par question. Et on pouvait le challenger pendant 15 jours. Est-ce que les Français ça sert parce que s'il n'y a pas une mobilisation, si au mois de novembre et décembre il n'y a pas une mobilisation des oppositions, une mobilisation des syndicats et surtout une mobilisation de la population, il n'y a pas de retour sur la question de l'âge pivot. Il n'y a pas. Enfin, attendez, bien sûr que ça sert. Si on prend le projet initial qui était proposé par le gouvernement, on n'est pas dans celui dont on est en train de discuter aujourd'hui. Mais c'est pas des rapports de force. Je suis d'accord avec vous. Mais tu as 50% de la population qui veut. Ça sert à ça. Oui, mais tu as 50% de la population qui. Oui, mais qui est pour? Qui est favorable?
Ah mais il n'y a pas un Français légitime et un Français pas légitime. Hein. Je dis pas qu'il y a des Français légitimes. Je dis, regardons comment la structure de la population est faite. Parce que là aussi, c'est un jeu de dupes. Quand le président de la République dit, c'est moi ou Le Pen. Regardons ce qui est en train de se faire. Crise des Gilets jaunes. Qui est-ce qu'on va fracturer? On va fracturer la France dite périphérique, qui est la France qui vote encore plus Marine Le Pen, et on lui redonne encore plus l'occasion de voter Marine Le Pen en disant, regardez, ils ne comprennent rien à ce qu'on fait. Qui est défavorable à la réforme des retraites aujourd'hui? Majoritairement les actifs, majoritairement ceux qui ont des petits emplois, ceux qui sont les plus précaires dans ce pays. Et donc on fait quoi? On continue de fracturer. Mais tout ça, c'est de la stratégie politicienne. On est dans un moment... Moi, quand je vois depuis le début de la semaine les ministres se succéder dans les émissions de télé et de radio pour dire « Oh, regardez, ces méchants de la France insoumise qui nous empêchent le débat. » 15 parlementaires français vont empêcher un débat? Ben oui, en noyant une commission. Ça, c'est la réalité. Parce qu'en vérité, personne n'est intéressé dans ce gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse. On va marquer une pause. On va marquer une pause. On va vous en poser une question. Est-ce que les députés La République En Marche doivent être fiers d'être des amateurs? C'est ce qu'Emmanuel Macron leur a dit hier. Si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on débat de l'actualité. Vous retrouverez à midi André Berkoff. Les députés La République En Marche sont-ils des amateurs? En tout cas, le président de la République hier leur a dit qu'ils devaient être fiers des amateurs. Si les professionnels sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs c'est vous, alors soyez fiers d'être amateurs. Évidemment, cette petite phrase est reprise un petit peu partout, mais ça dit quand même quelque chose du président de la République. Revendiquer un amateurisme, même si la phrase est plus complexe, c'est quand même pas une image super qui est envoyée à la population. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça dépend de ce qu'on entend par amateur. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle est composée de quoi? Elle est composée de personnes pour qui c'est le premier mandat. L'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est la maison du peuple. On est représentant des Français. Est-ce que professionnel de la politique, ça veut dire que tu as passé 20 ans de mandat dans ta vie? Si c'est ça, alors effectivement, dans la majorité, il y a des professionnels, parce qu'il y en a qui ont des années de mandat, d'expérience, d'élus locaux ou d'élus nationaux, et des gens pour qui c'est le premier mandat. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins militants ou plus militants, ou qu'ils sont plus légitimes ou moins légitimes. Il y a une seule question à laquelle il faut répondre. Est-ce que notre légitimité, elle vient de notre expertise? La réponse est non. La légitimité des parlementaires, comme des élus locaux, comme de tous les élus, elle vient du suffrage et du suffrage démocratique. Et donc, dans le contexte dont il l'a dit, franchement, moi, j'y voyais aucune polémique. Parce que grosso modo, il disait quoi? Il disait, c'est pas parce que vous n'avez pas 20 ans de mandat derrière vous que vous n'êtes pas légitime pour challenger. Il nous a demandé de ne pas être uniforme. Au contraire, que chacun arrive avec son âme et avec sa conscience, avec son expérience. Évidemment. C'est pas pour ça que on sent pas vraiment que les députés soient d'une très grande liberté à l'Assemblée. On voit ce qui s'est passé pour le vote sur le deuil. Sur le vote sur le deuil, on peut prendre l'exemple. Moi, je l'ai pas voté. Moi, j'ai voté pour. Et j'ai d'autres collègues qui ont voté contre. Vous n'êtes pas LRE. Parce que vous n'êtes pas une amatrice. Et vous n'êtes pas une amatrice. Je pense que le côté amateur vient amateur, il y a un côté incompétent dans amateur. Peut-être pas, mais le côté amateur, je pense que ça vient du fait que quand il y a eu la vague macroniste qui est arrivée, on a eu tout un tas d'élus, effectivement, qui sont arrivés comme ça, par hasard, il faut le dire, qui sont passés avec un pourcentage de voix très, très important. Et effectivement, ils n'avaient pas vraiment, les codes, certains, voilà, exactement. Et ensuite, arrivé à l'Assemblée nationale, effectivement, il y a une certaine expérience à acquérir. Quand on est jeune, on apprend. Et je pense que cet amateurisme vient là. Je pense que c'est le manque d'expérience pour certains, c'est évident, mais ils vont apprendre. Et en même temps, l'espèce de dégagisme dont a parlé Mélenchon, d'ailleurs, il aurait dû partir avec, s'il avait été logique, ça fait du bien. Parce qu'on a vu des mecs avec 4-5 mandats d'affilée, là, qui ne bougeaient plus. D'ailleurs, si on n'a pas de réforme, que ce soit pour le Parti Socialiste ou l'UMP, etc., c'est parce qu'il y a des mecs qui sont restés là pendant 20 ans ou 25 ans. Oups, on ne bouge pas, sinon on risque de perdre notre mandat. Enfin, ça n'empêche pas qu'on les voit. Que les grands... Oui, j'entends bien. Ça n'empêche pas qu'on... tu as été. Non, mais tu as été. J'ai fait 20 ans de politique d'affilée. Non, mais j'entends bien ça comme ça. Moi, j'assume complètement. J'ai travaillé jusqu'à 40 ans, mais je suis journaliste de métier. Mais non, quand même, il y a... Qui a les grands ministères? Tu en as rappelé, tu les as rappelés. C'est Bruno Le Maire, c'est un professionnel de la politique. C'est Monsieur Ferrand qui dirige, c'est un professionnel. Le Drian, un grand professionnel de la politique. Le Jean, il est ministre, métier ministre. Bon, et j'en passe. Donc arrêtons. Moi, je pense que, bien sûr, que au suffrage universel, tout le monde a le droit de se présenter. Je pense simplement que, avant de se présenter député, comme il y a à peu près 600 000 à 700 000 élus municipaux dans notre pays, avec 36 000, 35 500 communes aujourd'hui, je pense qu'il est bon, avant de se présenter comme député, d'avoir fait au moins
une expérience d'élu municipal. Il faut changer les règles. C'est comme ça. C'est parce que c'est 700 000 personnes, parce qu'on apprend beaucoup à être élu municipal. Moi, j'ai commencé, entre guillemets, ma carrière politique par être élu municipal. Et clairement, j'ai vu ce qu'était qu'un budget. J'ai vu que toucher à un budget, c'est... quand on est loin, c'est facile. Mais quand on doit avoir le budget et qu'on doit être égal évidemment en dépenses et les dépenses et... Je crois pas à l'uniformité. En fait, chacun vient apporter son c'est pas l'image qui est envoyée. 700 000 personnes. Et aujourd'hui, le président, il a été dans cette dynamique en disant dites, proposez, complétez. Les paroles, elles peuvent être diverses. C'est ce qu'il a dit. Mais ce mot d'amateur, mais parce qu'il n'est pas connoté. Oui, si, il est connoté. Il est connoté. Je vois les réactions de nos auditeurs, c'est de dire des amateurs super bien payés. Et ça revient en disant amateur à 7 500 € par mois. Alors merci. C'est là où c'est dommage, puisque normalement l'Assemblée nationale ne doit pas être une maison de professionnels ou une maison d'experts. Elle doit être diverse, elle doit nous ressembler. Et pour qu'elle ressemble, est-ce que tous les Français sont des professionnels non, on est désengagés. Des fois on fait un boulot pour mais c'est vrai et on s'engage sur d'autres choses. Non, moi je suis vraiment pas à l'aise avec Pierre Jouvet sur ça. Ce qui est la plus grande, là où il y a le plus d'amateurs en France, ce sont dans les conseils municipaux. Et ce sont des amateurs extraordinaires. C'est-à-dire que vous allez dans un conseil municipal et vous avez autour de la table un agriculteur, une infirmière, un retraité, un jeune, et ça marche super bien. Et en fait, pourquoi ça marche pas à l'Assemblée ? Et pourquoi ça marche pas à l'Assemblée ? Parce que ça s'appelle le bon sens. Deuxièmement, parce que ce sont des gens qui sont engagés, qui ont chacun leur expérience humaine, et donc qui portent un même projet. Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne plus ? Parce que ce sont des amateurs qui se ressemblent tous. Parce que l'Assemblée nationale, et encore moins depuis 2017, n'est absolument pas à l'image de la France, bien au contraire. Le niveau de CSP, catégorie socio-professionnelle supérieure, n'a jamais été aussi élevé à l'Assemblée nationale. Le nombre de polytechniciens sur les bancs de la République en marche, qui sont soi-disant des amateurs, n'a jamais été aussi élevé sur toute l'histoire de la Ve République française. Donc en fait, on a mis des gens sur des bancs issus d'un même niveau et d'une même catégorie sociale, qui en fait sont là, sont pour certains même déçus de ce qu'ils font, s'embêtent toute la journée et toute la semaine, et ne sont pas du tout dans un engagement personnel et viscéral pour leur commune, pour leur pays, pour leur territoire, et font les choses de manière mécanique. Quand on entend certains députés dire... Et c'est pas votre cas, donc le débat est même pas bon ici, parce que vous êtes un très mauvais exemple. Vous êtes une députée qui fait le job. Non, mais c'est vrai. Vous êtes vous faites le job, etc. Mais quand on entend des députés qui disent ah non mais moi je vais quand même pas m'emmerder à mettre une permanence parlementaire parce que je suis pas là pour aller voir les gens. Eh ben si, t'es là pour... Oui, mais attends, tu l'as entendu une fois. Non, moi j'ai discuté... Le nombre de députés de la majorité, le nombre de députés de la majorité qui n'ont pas de permanence parlementaire... Des sénateurs, sénatrices qui m'ont expliqué être obligés de faire le boulot des députés qui ne le font pas aujourd'hui. Oui, mais c'est visiblement... Le point sur lequel on peut quand même élargir, je pense qu'il faut le dire, cette majorité, il y a aussi des agriculteurs, des retraités, des anciens élus, des chefs d'entreprise, de TPE, de PME. Et franchement, le CSP élevé, il ne l'invente pas, Pierre Jouvet. Et en même temps, j'ai envie de dire, attendez, on peut regarder les anciennes majorités. Il y avait des avocats et aussi beaucoup de fonctionnaires, et c'était à l'image d'autres partis. J'ai envie de dire, arrêtons de tout jeter. Il y a une majorité qui est diverse. Alors oui, elle n'est pas parfaite, c'est vrai. C'est vrai, toutes les CSP ne sont pas représentées suffisamment, sauf qu'il y a plus de femmes qu'avant. Qu'est-ce qui a engorgé tout ça ? C'était la vie de parti. Les partis sclérosé, et donc pour passer à c'est ce que vous disiez, c'est sclérosé. Non, parce que moi je suis fier d'appartenir à un parti qui a donné à notre pays le premier ministre qui s'appelait Pierre Bérégovoy et qui était cheminot. Mais voilà. Ce que je dis, et les partis, non mais il faut, non mais il n'y a pas que ça, Pierre. Mais oui, il y a les commissions d'investiture. Mais non, mais c'est pas un symbole. Non, parce que les partis, parce que les partis politiques, ça a permis à certains d'accéder à la promesse républicaine, d'arriver au plus haut sommet de l'État, parce que les partis, ça a permis de donner une formation. Aujourd'hui, le système en 2017 sur le choix des parlementaires de la République en marche, ils ont fait les choix qu'ils voulaient. C'était du choix de caste, excusez-moi. C'était du choix sur CV où t'étais pris parce que t'avais fait HEC ou parce que t'avais fait... Est-ce que c'est mieux que d'avoir tous les apparatchiks qu'on a eu pendant des années dans tous les partis mais je pense que ça, non, parce que je pense que les apparatchiks qu'on a eu dans tous les partis s'ils sont plus députés français, ils partent européens parce qu'on sait pas où les recaser. Non, mais ça a été ça, à droite comme à gauche. Non, mais ça, je pense que c'est caricatural. Non, parce que je pense qu'à l'inverse, dans les partis, moi, je vois des gens qui sont militants, qui sont des gens qui sont engagés dans les associations, qui sont sur le terrain,
qui font du boulot, qui travaillaient aussi, et c'est pas d'ailleurs, il y en a qui sont devenus professionnels de la politique, mais qui travaillent avant, qui retravaillent après, et je pense qu'il y avait une plus grande diversité que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Ouais. Vous voyez, Vincent dit, ce sont les sénateurs qui sont les représentants des territoires, pas les députés. Ils ne sont là que pour le travail législatif qu'ils ne font pas. Oui, mais le travail législatif, tu ne peux pas le faire si tu ne prends pas en compte ce que te disent les gens et la réalité du terrain. Le territoire, c'est amusant. Ils ont des collaborateurs aussi. Dans la période, un retour au fait que le Sénat sert quelquefois à quelque chose. Ce qui n'est pas faux, même s'ils sont les représentants des territoires, par un vote qui n'est pas un vote direct, rappelez-vous. C'est un vote d'élu. Donc voilà. On a des auditeurs. Bernard est en ligne avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour. On vous écoute. Alors, moi, je ne veux pas remettre en question les compétences des députés, mais plutôt, je parlerai de l'amateurisme au niveau de la communication. Lorsque vous avez un monsieur comme Gilles Legendre qui explique que si les Français ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont trop intelligents, enfin que eux s'expriment trop intelligemment. Merci pour les Français, quoi. On est trop cons sur eux-mêmes. C'est terrible. Mais ça, oui, voilà. Je ne vais pas vous contredire, monsieur. Ça, c'est effectivement. Alors, laissez-le aller au bout. Oui. Et juste pour d'autres députés, il y avait une députée de la majorité qui, pendant la crise des Gilets jaunes, face à 2 Gilets jaunes sur un plateau, on lui demandait de donner le montant du SMIC. Elle a été dans l'incapacité de le donner. Elle a reconnu, je suis incapable. Oui, c'est vrai. Là, c'est quand même aussi. Là, c'est plus un amateurisme au niveau des compétences. Mais c'est quand même un problème aussi de communication. C'est incompréhensible d'arriver à ça. Ou encore une autre députée qui se plaignait d'avoir une perte de revenus depuis l'élection parce qu'elle était cadre dans le privé à 8 000 € et que désormais, elle devait manger quotidiennement des pâtes, qu'elle devait s'habiller avec des vêtements qu'elle avait remisés dans sa cave. Alors qu'on connaît les indemnités de représentativité. Enfin, ce sont quelques cas, je ne veux pas défendre les cas, mais ce sont quelques cas, heureusement. On peut parler du ticket de métro à l'époque de NKM ou de la chocolatine de Copé. Je veux dire, on a plein. Enfin, c'est quelques cas et j'ai pas envie de les défendre parce que franchement, ça met toujours dans une situation un peu délicate. Mais dans le fond, vous avez raison. La communication, elle peut toujours être meilleure parce que sinon, on ne serait pas dans une incompréhension aussi importante. Et donc, oui, c'est pas parfait. Et ça pour le coup, je vous rejoins, ça s'améliore. Et pour le coup, s'il y avait amateurisme, il serait peut-être dans la capacité d'améliorer. Donc, la ligne de départ... arrêtez, et vous ne le faites pas. Je vous le dis, arrêtez d'avoir ces éléments de langage, émission après émission. Je dis, vous ne le faites pas. Ah oui, émission après émission, très clairement. Je ne dis même pas. Tu as bien fait de venir. Je le dis devant toi. Vous ne le faites pas. Mais d'autres, c'est épouvantable parce que pour nous, les politiques, les autres, on est là, bon, que ça va, on s'en fout, on passe à côté. Mais pour les gens qui regardent, les citoyens et les citoyennes qui regardent, c'est épouvantable. C'est-à-dire que c'est le même discours. Mais oui, c'est pas possible, ça. Il y a un côté, c'est de la communication. C'est de la communication. Il y a un côté assommant, quoi. Non, mais il y a un problème de communication, effectivement, aussi, en plus de parfois un certain amateurisme. Eric également souhaitait réagir. Bonjour Eric. Oui, bonjour Sud Radio, merci de me donner parole. Oui, je voulais réagir parce que pour une fois, on va dire, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Oui, pour moi, effectivement, les députés actuels de la majorité sont des amateurs. Parce que je vais vous expliquer comment je vois les choses. C'est que quand je les traite d'amateurs, je me dis déjà qu'ils se posent la question, qui les a élus ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui les a élus ou est-ce que c'est le peuple ? Donc déjà, à la base, au lieu d'écouter les bons dires de M. Emmanuel Macron, ils devraient écouter ceux qui ont voté pour eux, c'est-à-dire le peuple. Voilà, déjà pour commencer. Et je voudrais dire à Madame la députée qui est présente aussi, je voudrais juste lui dire, quand j'entends qu'un Français sur 2 est pour la réforme des retraites, mais quel Français? Oui, c'est ce que disait Pierre Jouvet. Voilà, non, mais excusez-moi, moi je travaille dans le privé, je suis dans le bâtiment. Je n'ai encore croisé jamais personne sur un chantier dans le cercle de mon travail qui est pour. Je n'ai personne des amis qui travaillent. J'invite madame d'aller dans les hôpitaux de sa circonscription. Ils sont contre. La majorité des avocats, ils sont contre. Les gens du bâtiment. Mais qu'elle me dise qui est pour. Moi, la seule personne dans ma ville à Béziers, je suis de Béziers, qui m'a dit qui était pour, c'est Pascal Resplandy, qui a le soutien. Et quand vous discutez avec ses partisans, eux, ils sont même contre cette réforme. Donc, j'aimerais un peu. Mais j'aimerais juste dire que moi, j'ai été à l'école de la République.
j'ai suivi mes cours d'éducation civique comme certainement peut-être les députés actuels, mais ça j'en suis pas sûr. C'est ce que je veux dire, que les députés ont été élus par le peuple et ils doivent représenter le peuple et la parole du peuple et non pas la parole d'Emmanuel Macron qui ne les a pas élus. Ouais. Voilà. Merci Eric de cette intervention. Alors effectivement, comment le député fait le... ce qu'on fait au quotidien, ça veut dire... qu'est-ce qu'ils vous disent les électeurs quand vous allez sur les marchés? Il y a deux choses. Deux grandes familles. Il y a ceux qui me disent j'en veux pas parce que moi je considère mais majoritairement, que le système, si vous êtes honnête, si je suis hyper honnête, les gens ils ont envie qu'on réponde à des problèmes qu'ils ont dans leur retraite parce qu'aujourd'hui tu leur dis combien tu vas toucher demain, ils te disent je sais pas, sauf que ça me fait peur. Et les plus jeunes de ma génération, si je prends mon exemple de génération, me disent on n'aura même pas de retraite. Et donc finalement c'est aussi une réforme d'avenir pour stabiliser. Et les plus anciens ils me disent faites tout pour qu'on ne baisse pas les pensions parce que moi je saurais pas comment faire demain si on venait à baisser les pensions. Et il y en a qui me disent, et j'étais encore avec des organisations syndicales lundi, donc c'est pas toute la journée ça a été par métier. Le conducteur de la TAN il me dit moi je conduis un tramway, sauf que la pénibilité elle m'est pas reconnue, alors que quand si j'étais à Paris ça serait le cas, sauf que j'ai les mêmes problèmes. Véritablement ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète dans cette majorité, dans la période politique telle qu'on est en train de la vivre, c'est que les Françaises et les Français ont cru massivement à Emmanuel Macron. Ils ont choisi Emmanuel Macron, ils ont choisi les députés de La République En Marche pour incarner un nouveau monde. Est-ce qu'en fait, ils sont en train de s'apercevoir d'une chose, c'est que le nouveau monde, malheureusement, il n'existe pas, que bien souvent, il y a un certain nombre d'élus, que ce soit des parlementaires ou des ministres, qui ont affiché, et même le président, un grand mépris pour eux. Et ça crée une fracture qui est violente dans le pays. Moi, je le vois dans la Drôme. Depuis très longtemps, j'ai jamais vu un tel rejet d'un président de la République. C'est d'une violence absolue. Je ne sais pas ce que ça va créer derrière et moi ça m'inquiète vraiment pour mon pays. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Pardon de vous frustrer, Bruno, allez boire un petit verre de vin. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.